Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, nous sommes en Allemagne, dans la ville de Wetzlar, au siège de la société Leica. Nous sommes dans le Leitzpark. Alors, le Leitzpark, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un ensemble de bâtiments dans le cœur du réacteur de Leica, où nous avons le quartier général, nous avons même un hôtel, nous avons la fabrication des montres, on a le musée Leitz, et nous avons juste ici l'usine, la factory, où l'ensemble du matériel Leica est fabriqué. Mais avant, on va tout de suite rejoindre le musée Leitz avec Michel qui va nous en dire beaucoup plus sur l'histoire de Leica. Alors, un endroit extraordinaire, le Ernst Leitz Museum. Et on va découvrir un peu le monde Oskar Barnack, Max Berek, ce team. Les fondateurs. Qui a créé le monde de la photographie moderne d'aujourd'hui. Donc, c'est les trois descendants de la famille Leitz. Oui, alors Ernst Leitz I, en 1865, qui a pris la participation et qui est devenu le propriétaire en 1869. D'accord. On a Ernst Leitz II, le fils, qui lui va reprendre les idées du père avec Oskar Barnack, qui est arrivé en 1911 et qui va apporter des produits extraordinaires. Elsie Kuhne, qui a une histoire, parce que pendant la guerre, elle a sauvé plusieurs femmes persécutées par la Gestapo. Et enfin, le troisième du nom. Et le troisième du nom. Okay. Puisqu'il y a trois fils après qui ont continué à développer Leica. Leitz. Alors ici, c'est un endroit de perspective où on peut regarder et voir comment on compose une image et comment elle se compose avec les points clés. Ah, les règles diagonales. Oui. Les tiers. Et on a donc différents exemples. Et les personnes peuvent s'amuser à faire leur propre cadrage. Alors là, je t'emmène à un endroit tout à fait particulier. Et on peut voir ici, dans cette vitrine, un des premiers projets qu'a réalisé Oskar Barnack quand il est arrivé en 1911 chez Leitz. C'était de réaliser une caméra différente de ce qui existait. Et il a fait un peu ce qu'il a fait à la photo. Il a réduit la taille pratiquement à 1/3. Okay. Il l'a fait en métal. Il l'a fait de manière simple, facile à utiliser et fiable. On voit Oskar Barnack, on le voit ici utilisant sa caméra, qui utilisait le film 35, ça c'est important. Oui, 35 mm. Parce que le 35 mm va lui servir pour faire une autre invention. On est arrivé au Leica-Ur, le fameux premier appareil qui a utilisé le film 35 mm cinéma, il est passé dans l'autre sens. Et au lieu de 18-24, qui était la taille de l'image du cinéma, il en faut 18 pour une seconde de film, il l'a mis dans l'autre sens, il a gardé 24, puisque ça ne pouvait pas bouger, et il a multiplié par 2 l'image cinéma, donc de 18, c'est passé à 36. 24-36, sur son prototype Leica-U, il a eu des résultats photographiques qui étaient bons. 1900... Ça c'est 1913-1914. Il y a eu la guerre. On est arrivé à la version finale. Donc, le team, avec l'ouverture d'esprit d'Ernst Leitz, Max Berek, Oskar Barnack, ils ont développé et révolutionné le monde de la photo, puisqu'on est parti de gros appareils à quelque chose de petit qu'on tenait dans la poche, plusieurs vitesses, plusieurs diaphragmes. On n'a jamais quitté ça, das Wesentliche, ce qu'on utilise aujourd'hui comme slogan, ça veut dire essentiel. Notre phrase, ça a été « my point of view ». Le point de vue. Parce que la photographie avant, c'était « point of view of the tripod », du trépied. Bien sûr. Et là, c'était comme on voulait. En 1925, on commercialise le Leica 1, mais il n'y avait pas d'agrandisseur. Donc on va développer, le premier modèle s'appelait Eloa, le premier agrandisseur qui permet de développer, donc de tirer des photos plus grandes
Et aussi en 1927, un an après, Oui. un projecteur qui permettait de mettre les négatifs et de les projeter pour en voir la qualité. On a rajouté en 1932 le télémètre. Ah, Le télémètre a permis de mesurer la distance, puisqu'avant on disait tiens, t'es à 1,50 m, je fais la photo, mais si c'était 1,20 m, pleine ouverture, c'est pas très net. Avec le télémètre, on va avoir toute la qualité de l'optique, puisqu'on a la distance exacte de mise au point. d'accord. Et on va développer entre 1925 et 1954 34 appareils pendant D'accord. 40 ans, avec des évolutions, révolutions, les synchro flash, les vitesses rapides, lentes, etc. et plein d'accessoires. D'accord. Mais après 40 ans, on est au bout. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a la deuxième révolution de Leica, qui est le fameux Leica M3. Si on compare le M d'aujourd'hui, pour faire une photo, c'est la même ergonomie, pour prendre, pour faire la mesure, pour régler sa vitesse et son diaphragme. Donc l'ergonomie n'a pas changé. La seule chose qu'il y a au dos, c'est l'écran. Non seulement l'ergonomie est la même, mais on a la compatibilité de la baïonnette depuis 1954. Et comme on a calculé les optiques avec une résolution supérieure, dès les premiers numériques 12, 18, etc., à 25 millions de pixels, on n'a pas eu à refaire d'optique, puisque la résolution collait avec le numérique, ce qui n'a pas été le cas de nos concurrents. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui fait la force du Leica et aussi sa valeur, y compris sur le marché de l'occasion, c'est cette compatibilité et cette qualité qui reste dans le temps. Bien sûr. Bien Ça sûr. n'existe nulle part ailleurs. Bonjour Gaëlle. Bonjour Alex. Merci de nous recevoir et de nous avoir invités dans ce lieu qui est absolument incroyable, le Leidspark. Et là, on est dans un lieu un peu particulier. Tu nous en parles un petit peu? Ouais. Alors ici, donc, nous sommes au cœur dans le hall d'entrée de la manufacture, donc, qui a été inauguré en 2014, donc à l'initiative de Kaufmann qui a voulu faire revenir cette manufacture sur le territoire de Leica qui est Wetzlar. Donc, dans ce hall principal, nous avons donc une entrée en matière directement par la photographie qui est le résultat finalement pour lequel nous travaillons, c'est-à-dire nos produits. C'est là où on voit donc ces 36 photos, c'est ça? 36 photos. Qui représentent presque 100 ans. 100 ans, voilà. C'était pour le centenaire, donc en 2014, lors de l'inauguration de cette usine, où on commence par les images d'Oscar Barnack, de Lights à New York et à Wetzlar. Et donc, on perçoit déjà dans ces premières images, et aussi dans cette image de Rodchenko, la mobilité de l'appareil photo dans l'espace. Donc, c'est ça qu'a inventé finalement le Leica, avec ces plans qui sont... Le Zeppelin, là. Le Zeppelin, le soldat de Capa, bien sûr. Henri Cartier-Bresson, Martine Franck, sa femme. Donc là, on a les photos. Tu connais mon goût pour la technologie. Donc, je suis ravi de pouvoir me retourner. Et là, qu'est-ce qu'on a alors en fait? Alors, on va déjà aller vers le premier, la matrice. Moi, je l'appelle la matrice. 1914, Ur, qui signifie primitif, donc en allemand. Un seul qui reste au monde connu, qui est au coffre, évidemment, à Wetzlar, quelque part. Donc finalement, cet appareil photo, finalement, l'invention d'Oscar Barnack de 1914 n'a pris sens en 1925, puisque là, c'est Leitz seul qui a pris la décision de commercialiser. Personne ne croyait à la foire de Leipzig que cet appareil photo allait avoir un immense succès, parce qu'il considérait qu'un petit appareil photo ne pouvait pas avoir une qualité professionnelle comme les moyens formats de l'époque. Et autre jalon, puisqu'on a quand même 3 jalons, donc on a 1914, 1925, 1954, le M3, ultra connu parce que Cartier-Bresson l'a utilisé toute sa carrière, c'était son appareil de prédilection. Pourquoi M3? Donc, parce que 3-4 dans le viseur. C'est ces fameux 3, 35, 50 et qu'on retrouve en fait, même sur la nouvelle génération. Absolument. Et M, parce qu'en allemand, c'est mesureur que non. Messureur, c'est-à-dire télémètre, donc mesure de la distance. Incontournable, 1984, le M6, l'appareil que tous les reporters ont utilisé, Paris Match,
Magnum. C'était la grande période vraiment des photographes qui ont utilisé le M, qui avaient souvent des Nikon d'ailleurs en complément sur le terrain. Alors les Leica, ils peuvent toujours compter sur le Leica parce qu'un appareil complètement mécanique, hyper discret. Donc quand on est sur des théâtres de conflit, la discrétion prime. Alors là, on a un mur qui est magnifique, où on retrouve toute la gamme. C'est ce qu'on appelle chez nous l'arbre généalogique. On a toujours eu un arbre généalogique chez nous, donc depuis le premier, donc le Our, le Leica Reporter pour 250 vues déjà. Des gros rouleaux. Ah oui, Voilà, d'accord. donc 1934. Et ensuite, donc voilà, on a tous les modèles qui se succèdent en arrivant donc par le M, les optiques un peu cultes. On va voir par exemple dans cette vitrine le premier asphérique, double asphérique lancé en 1989. On va retrouver le Noctilux de 1966. Il y a Avec une ouverture incroyable, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, avec ces bagues molletées qui sont absolument sublimes. Oh là là, oui, on le voit. Ici, voilà. D'accord. Et on va, voilà, pour les connaisseurs, en fait, ils vont retrouver l'ensemble des produits qui ont été fabriqués donc, depuis 1923. Donc, nous avons tous les réflexes, donc on voit quand même toute la compacité du système avec des optiques qui sont absolument extraordinaires aussi, comme le 60 macro, le 100 macro, l'apotélite 180, et j'en passe. Enfin, en tout cas, les optiques R et les boîtiers R avaient exactement la même qualité que les optiques M. D'accord. Voilà, il n'y avait pas un seul produit qui n'avait pas le même niveau de qualité chez nous. Ok. Suivi ensuite par toute la génération en fait, des compacts, et ensuite suivi par le moyen format. Ah, le fameux moyen le format fameux moyen format. de chez Leica qui était, paraît-il, extrêmement véloce, mais qui a été arrêté. Hein. Qui a été arrêté, mais qui va avoir un successeur d'ici 2 ans. Et qui sera C'est donc. un scoop. Voilà. Très bien. Donc ce sera un moyen format hybride avec une nouvelle monture et une nouvelle gamme d'optiques, sur laquelle on pourra mettre des bacs d'adaptation pour mettre des optiques SL, des optiques M, toute la gamme des optiques. Ah ben là, Donc on va gagner en compacité, bien sûr. à nouveau, mais on n'abandonne pas le moyen format. Gaëlle, un grand merci pour toutes ces explications. Merci Alex. Maintenant, je vais aller récupérer mon sac à dos pour aller rejoindre Michel et passer de l'autre côté du mur, puisque derrière, c'est la manufacture de Leica. Alors Michel, tu nous emmènes dans un lieu qui est plutôt réservé, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le droit d'y aller. C'est là où sont fabriqués la plupart des produits et des modèles Leica. Oui. Combien il y a de personnes qui travaillent dans cette usine? Alors, peu près. la production sur le site ici même fait à peu près 200. 200 personnes. Et par jour, combien de pièces sortent de ces usines? En gros, on va parler boîtier par exemple. En boîtier, on sort à peu près 50 à 80 boîtiers par jour. Ici, c'est le prototypage, c'est la première étape, c'est ça? Oui, on a un atelier mécanique de haute précision et on a aussi les machines 3D qu'on peut voir ici. Et on va faire, une fois qu'on a fait un design d'appareil, il faut valider ce design. Ok. Et l'avantage des machines 3D, c'est qu'on va pouvoir réaliser l'appareil tel qu'il devrait être, mais il va être fonctionnel vraiment surtout. Donc, enlever la batterie, la remettre, on a l'écran, la baïonnette, et les designers vont pouvoir tester si tous les boutons sont à la bonne place, s'il faut modifier sur un autre prototype que l'on fera certains éléments comme les roues, est-ce qu'elles sont trop petites, trop grandes. Là, on est sur un prototype de SL, hein, c'est ça? Oui, hein. ça c'est un SL, Ouais, c'est le premier. Alors ici, c'est une machine incroyable, d'ailleurs il y a même plusieurs machines, mais celle où on est devant, c'est une machine qui a 150 outils différents. D'accord. Et on va réaliser ici, en partant d'un bloc d'aluminium, par exemple comme ceci, Ok. on va arriver à la fin à réaliser Le boîtier, en fait. le boîtier complet. Et C'est donc, ce qu'on appelle du taillé-masse.
Et l'avantage du taillé masse, ici on a un capot 24 carats en or, mais le taillé masse, l'avantage c'est qu'on a la même épaisseur, y compris sur les angles, alors que dans le passé, on a fait des capots qui étaient pressés. D'accord. Mais le capot pressé, on n'a pas les mêmes épaisseurs aux angles, et du coup, ça n'est pas du tout rigide comme est ce capot. Ça, c'est du 24 carats en or, ça? Oui, ça c'est bien. les 24 Ok, carats. parfait. Non. Prochaine étape, je vais vous montrer les gravures. Une gravure traditionnelle qui grave vraiment très profondément dans le métal. Et ici, la nouvelle sérigraphie au laser qui permet d'avoir des choses beaucoup plus fines que la gravure classique. D'accord. Donc, là, on par a exemple, tous les... ici, on a un capot Elliott R8 avec sa signature, mais on est capable de faire ce genre de dessin et des logos absolument très fins. Ça s'adresse à qui? On peut le passer commande en magasin? Comment ça marche? Alors, on peut demander au magasin, mais le client peut très bien venir ici. Il a envoyé avant ses logos, il vient avec son appareil et on va pouvoir lui faire la gravure suivant le planning qu'il y a dans la journée. D'accord. Donc, une fois que l'on a préparé le boîtier, que l'on a gravé les informations sur le boîtier, maintenant, il va nous falloir forcément les optiques. Je vous emmène dans un endroit où normalement on ne rentre pas non plus. Leica, il y a plus de 20 ans, a décidé de faire ses lentilles une à une et non plus 5 ou 6 en même temps. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus de tolérance entre celles qui sont au milieu et celles qui sont au bord, comme c'est poli avec une cloche. On va avoir cette lentille qui va être positionnée dans cette machine. D'accord. Et on va la tailler pour lui donner la forme finale. On va avoir recours à une autre machine qui est là, qui elle va polir. Donc là, on a pris 30 minutes pour à peu près tailler, à peu près 30-40 minutes aussi pour faire la surface. Et ensuite, on va donner la forme un peu comme un sombrero, la forme asphérique de la lentille. On rappelle que l'intérêt des passes sphériques, c'est d'avoir une précision à la fois au centre de la lentille, mais également sur les côtés. L'avantage premier, c'est d'avoir une meilleure qualité sur toutes les distances. La deuxième chose de la sphère, c'est que ça va remplacer une ou deux lentilles classiques. Ah, Donc on va pouvoir réaliser une optique qui va être plus compacte que si on l'a réalisée avec des lentilles classiques. d'accord. Mais donc meilleure sur plus de distance, sur toutes les distances, mais aussi meilleure dans la taille et le poids. Michel, merci pour toutes ces explications. Alors avant de partir, j'ai quand même une petite surprise. Ah. Il arrive malheureusement qu'on loupe quelques lentilles pour des raisons X ou Y. Et ça me fait plaisir de pouvoir t'offrir une des lentilles, d'ailleurs où il y a une inscription. Avec plaisir. Et elle est déjà d'ailleurs avec un traitement anti-reflet Magnifique. peint à la main, puisque la laque noire est quelque chose de fait à la main. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que ça vous a plu d'avoir jeté un œil, c'est le cas de le dire, dans cette usine chez Leica. On se retrouve très très vite pour des prochaines aventures sur Lovelight. Allez, bisous.